présidentielle du 7 novembre dernier à Madagascar, le candidat Andry Rajoelina, en tête de la course selon des résultats partiels, a dénoncé le manque de transparence de la commission électorale. En République démocratique du Congo, suite au retrait de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de Genève, la Fondation Kofi Annan a rendu public les engagements pris par les 7 signataires. Et puis le ministre sud-africain de l'Intérieur Malusi Gigaba, au cœur d'un scandale à la CEST, a démissionné de ses fonctions ce mardi soir. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À Madagascar, les 3 candidats provisoirement en tête de la course à la présidentielle de la semaine dernière émettent des doutes sur les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante. En tête de la course, selon des résultats partiels du scrutin du 7 novembre dernier, le candidat à la présidentielle malgache Andry Rajoelina est le 3e candidat à se plaindre du travail de la CENI. Il a en effet dénoncé le manque de transparence de la commission électorale qui compile les résultats et qui a déjà été vivement critiqué par les 2 autres candidats. Le vice-président de la CENI s'est étonné des remarques du camp Rajoelina. Vendredi dernier, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle. Un paragraphe indique que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans, citant expressément le président sortant Eri, mais aussi Andry Rajoelina, ainsi que les montants proposés. Mais ce mardi soir, le candidat Rajoelina a demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne la publication d'un démenti. Selon les derniers résultats partiels publiés par la CENI mercredi, Andry Rajoelina est en tête avec 39,46% des votes, devant Marc Ravalomanane, 36,76% et Eri, 7,49%. Ces résultats portent sur 68,71% des bureaux de vote dépouillés. Le code électoral malgache imposant aux candidats un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour. Le second tour est donc prévu le 19 décembre prochain. En République démocratique du Congo, suite au revirement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont retiré leur signature d'un accord de l'opposition moins de 24 heures après l'y avoir apposé, la Fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a choisi de rendre public tous les engagements pris par les opposants à Genève, et notamment celui qui s'applique en cas de rupture de contrat conclu avec les 6 autres opposants. Rendre public un engagement formel pris par les 7 signataires était l'un des garde-fous prévus en cas de rupture de l'accord de Genève. Ainsi donc, au lendemain du retrait de Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et de Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise UNC de l'accord, la Fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a décidé ce mardi de publier tous les documents négociés et signés par les 7 principaux leaders de l'opposition. Parmi ces textes publiés, il y a 7 lettres d'engagement. Comme les 5 autres signataires de l'accord de coalition de Genève sur une candidature commune, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient engagés sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord, y compris son préambule, ainsi que tous les textes y afférents. En cas de non-respect de l'accord, les signataires se sont engagés à mettre fin à leur carrière politique, de se soumettre aussi à l'opprobre de la nation et la sanction de ses pairs. Un engagement particulièrement lourd de conséquences donc, que les 7 leaders de l'opposition avaient eux-mêmes choisi de rédiger et de signer. Les opposants Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont justifié leur départ par la pression de ce qu'ils appellent leur base politique. Une décision qui a du mal à passer auprès de certains Kinois qui ont décidé de voter pour l'opposition en décembre. En Guinée, des femmes de l'opposition sont descendues dans la rue ce mardi pour réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Mais leur manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène.
Réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Voilà l'objectif poursuivi par les femmes de l'opposition républicaine en organisant ce mardi une manifestation pacifique en Guinée. Mais la manifestation a été stoppée au niveau de la Bellevue où les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestantes. Mais contrairement à la dernière manifestation des opposantes qui avait également été empêchée à Donka, cette fois, plusieurs manifestantes ont été blessées. Cette marche intervient une semaine après la mort par balle de 2 personnes en marge d'une marche de l'opposition qui accuse le pouvoir de violation d'un accord sur l'installation des élus locaux après les élections locales du 4 février dernier. Selon les manifestantes, 101 personnes ont perdu la vie dans des manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. En Afrique du Sud, le ministre de l'Intérieur accusé d'avoir menti sous serment et par ailleurs, au cœur d'un scandale à la CESTEP, a démissionné de ses fonctions. L'annonce de sa démission a été faite ce mardi par la présidence. Au cœur d'un scandale à la CESTEP, le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a démissionné de ses fonctions. Dans sa lettre de démission, il justifiait son départ au nom de l'intérêt national et de celui du parti, et pour soulager le président d'une pression inutile et lui permettre de sauver le pays du naufrage économique. Par ailleurs, Malusi Gigaba avait été mise en cause en octobre par la médiatrice nationale, qui avait recommandé au chef de l'État de prendre des sanctions contre le ministre pour avoir menti sous serment devant un tribunal. Elle faisait référence au témoignage que Malusi Gigaba avait donné lors d'un procès en 2017 impliquant la puissante famille Oppenheimer. Ancien responsable des jeunes de l'ANC, Malusi Gigaba avait reconnu fin octobre qu'il avait été en 2017 la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant à la suite du piratage de son téléphone. Il avait exclu début novembre de démissionner, assurant avoir signalé l'affaire aux forces de l'ordre et aux services de renseignement. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir reçu la lettre de démission de Malusi Gigaba, un allié proche de l'ancien président Jacob Zuma, et l'avoir accepté dans un communiqué. Ce journal se poursuit. En Centrafrique, les gardes forestiers du parc naturel de Bamengi-Bandouane tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. C'est l'une des dernières girafes encore en vie dans cette forêt de 10 000 km² qui fut l'une des réserves les plus riches du pays. Ces dernières années, la plupart des animaux ont été décimés par le braconnage. En zone rebelle, au nord de la Centrafrique, ces hommes s'apprêtent à partir au combat. Ils ne sont pas des miliciens, mais des gardes forestiers financés par l'Union européenne. Leur mission, surveiller un girafon égaré, menacé par les braconniers. Il avait des parents, mais ces parents sont tués tous par les braconniers locaux. Ce n'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux. Pour retrouver les traces du girafon, Simplice et ses hommes ont dû rouler en voiture, en moto et traverser des rivières à la nage ou en radeau de fortune dans une forêt dépeuplée. La faune a été décimée par des années de braconnage. En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Les missions sont périlleuses. Cette petite brigade de 46 hommes doit souvent affronter des braconniers qui n'hésitent pas à tirer sur eux. C'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière. Les braconniers, locaux ou soudanais, viennent faire des razzias dans le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au déplacement tactique, mais la tâche est difficile. Dans une région qui ne compte ni tribunaux ni prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement relâchés après 2 jours de garde à vue. Le parti de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a appelé ce mardi ses concitoyens à rester forts face à la pression internationale. Le prix d'ambassadrice de conscience attribué par Amnesty International à l'ancienne icône de la démocratie lui a en effet été retiré. Le porte-parole du parti de Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, est monté au créneau mardi.
Ces retraits de prix portent atteinte non seulement à la dignité d'Aung San Suu Kyi, mais aussi aux membres du parti et à tous ceux qui ont participé à la révolte démocratique contre la junte au pouvoir en Birmanie depuis des décennies. Le parti dénonce un complot entre organisations pro-Rohingya pour tenter de faire pression sur la Birmanie. Le gouvernement n'a cependant pas officiellement réagi ce mardi. Et Aung San Suu Kyi est restée muette sur le sujet lors d'un sommet régional à Singapour. Par le passé, elle avait évoqué dans la prouesse internationale à propos de la crise des Rohingyas un iceberg de désinformation. Estimant qu'elle avait trahi les valeurs qu'elle défendait autrefois, Amnesty International lui a retiré lundi le prix que l'ONG lui avait attribué en 2009, à l'époque où elle était encore une dissidente admirée pour avoir tenu des années en résidence surveillée. Amnesty International entend ainsi dénoncer les multiples violations des droits de l'homme observées depuis l'arrivée de Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement birman en 2016 et notamment la crise qualifiée par l'ONU de génocide ayant poussé plus de 720 000 musulmans rohingyas à fuir depuis 2017 les exactions commises par des militaires birmans et des milices bouddhistes. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce 14 novembre sur Sika TV nous emmène en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun puis au Sénégal. Et parlant justement de l'actualité au Sénégal, vue par les journaux locaux, le quotidien Enquête fait le point sur la sortie de Macky, sur la société civile, Khalifa et Wade. Les ondes de choc peut-on lire en première page ce mercredi. Le quotidien Enquête se penche également sur les tensions budgétaires au Sénégal et nous révèle que le temps des aveux est venu. Dans la même logique, Sud Quotidien nous fait savoir que Amadou Ba a fait son mea culpa. Une lecture des gros titres du journal Le Soleil nous apprend que le portefeuille de la Banque mondiale, dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal, passe de 200 à 1065 milliards de francs CFA. Dossier parrainage, on reste avec le journal Le Soleil qui nous apprend qu'à mi-parcours, les candidats sont à l'épreuve de la représentativité. Autre information parue à la une du journal Le Soleil, attaque meurtrière en Casamance, un présumé coupable arrêté. Escale en Côte d'Ivoire à présent, 45e anniversaire de la BOAD. Fraternité Matin nous informe que le président Ouattara est attendu à Lomé ce jour dans ce cadre. Au Togo, le journal TM Togo Matin informe ses lecteurs que la CENI s'exécute et prend des dispositions pratiques dans le cadre du prolongement exceptionnel du recensement. TM Togo Matin nous révèle également la peur qu'éprouve Fabre de perdre le patronat de l'opposition. Célébration des 45 ans de la BOAD, Sani Yaya a inauguré hier la cité de la BOAD, peut-on lire à la une de TM Togo Matin ce jour. Le point de l'actualité camerounaise à présent. Le soir, Tri-Hebdo nous fait le point des ministres éjectables du gouvernement actuel. Ceinture agricole autour de Kribi, Paul Biya mise sur la jeunesse, peut-on lire à la une du journal Repère ce mercredi. Le journal L'économie nous apprend que dans le cadre du développement local, 13 milliards de francs CFA seront mis à disposition des communes victimes de l'insécurité. On reste avec le journal L'économie qui nous informe également que Paul Biya ouvre le recrutement de 2000 enseignants d'université. Puis direction le Burkina Faso, loi de finances rectificative 2018. À ce sujet, une lecture de Sidouaya nous apprend que les recettes passent à 1700 milliards de francs CFA cette année. Dialogue État-privé, 4 secteurs ouvrent le bal des discussions, nous fait savoir le journal burkinabé Sidouaya. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.